Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Aujourd'hui, nous évoquons un sujet qui nous touche directement, nous, acteurs des médias. Aujourd'hui, nous parlons de l'industrie de conception et de réalisation des documentaires, des films, des vidéos et même des émissions de télévision. Aujourd'hui, donc, la production audiovisuelle au Bénin est en débat. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et comment procéder pour y parvenir? Nous allons élucider cette thématique en répondant à toutes ces questions. Et on parlera, vous le savez, santé, mode, lexique, sport, parade de grand-mère. Que nous dit grand-mère que nous allons essayer de décortiquer? Restez avec nous. Madame, Monsieur, la parenthèse est ouverte. L'homme impudique, c'est épisode numéro 7, c'est à découvrir tout de suite et maintenant. Eh bien, c'est le show de Pipi. Tu as grandi, hein? Ça va toi? Maman Pelo, elle va bien? Yes, no Camelébia. Alors, le show de Pipi qui nous fait défection depuis hier, on va retrouver sans nul doute très prochainement notre mari qui a tous les problèmes du monde avec sa femme. Mylène Fanou est déjà avec moi en plateau. Mylène, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Pipi Barro déterminé à A faire des pourri la vie à sa à femme. pourrir la vie à sa femme, n'est-ce pas? Oui. Mais on va revenir sur les deux derniers épisodes que nous n'avons pas pu suivre malheureusement parce que la femme est fâchée. Ah oui, il y a de quoi. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on parle fibrome. Oui, C'est bien cela. oui. C'est santé. Santé, c'est tout de suite. Ah oui, ce matin on parle fibrome, tu l'as si bien dit, fibrome utérin, donc chez la femme, puisqu'il en existe également chez l'homme. Et nous sommes avec le gynécologue obstétricien Zaïd Olatundi. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par fibrome utérin? En fait, les fibromes, ce sont des tumeurs, des petites boules bénignes, c'est-à-dire que ce pas des cancers, qui vont apparaître au niveau du muscle de l'utérus. Donc, c'est des tumeurs qui se constituent à partir du muscle de l'utérus. L'utérus qui est la poche qui contient les bébés pendant la La grossesse. grossesse. Et c'est généralement causé par quoi? On ne connaît pas, il n'y a pas de cause directe, mais plutôt il y a des facteurs de risque. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des facteurs familiaux. On sait aussi que ce qu'on appelle l'hyperostrogénie, des femmes qui ont des taux d'ostrogène élevés, telles que celles qui ont des premières règles précoces, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants ou qui vont avoir une première grossesse tardive. En général, dans ces groupes-là, on retrouve beaucoup plus de fibromes. Il y a un autre élément très important qui nous concerne, c'est la question de la race. On sait que les femmes noires font beaucoup plus de fibromes que les autres. À peu près une femme sur deux, chez les noirs, en fait, a des fibromes. Près de la moitié. Près de la moitié. Chez les autres, c'est à peu près 20 à 30%, mais chez les femmes noires, ça va jusqu'à 40-50%. Alors, comment ça se manifeste? Le plus souvent, il va s'agir de règles qui vont être très importantes ou des saignements qu'on va avoir en dehors des règles. Dans la majorité des cas, ils peuvent, dans certains cas, il ne s'agit pas de tous les fibromes, certains fibromes vont entraîner une Et infertilité. c'est ça qui est aussi gros.
Oui, on peut avoir des fibromes d'une petite taille ou des fibromes d'une grosse taille. Ça dépend en fait. Mais ça, c'est énorme, on dirait Oui, un bébé. on Dans peut des avoir des jumeaux? fibromes énormes. Essentiellement, et ces fibromes sont retrouvés dans la race noire. Ils peuvent être très très volumineux. Mais sachez qu'on peut avoir aussi un tout petit fibrome, mais selon sa position sur l'utérus, qui va par exemple entraîner des saignements très importants. Il y a des femmes qui vont avoir des saignements pendant 2 3 mois d'affilée sans pouvoir s'arrêter. Voilà. Vous voyez là sur l'image, on a des fibromes qui par exemple sont juste au bord de la cavité utérine. C'est ce qu'on appelle des fibromes sous-muqueux. Et c'est eux qui vont le plus souvent faire saigner. Par contre, vous pouvez avoir des fibromes qui se développent plus vers l'extérieur de l'utérus. Ceux-là peuvent devenir très volumineux et entraîner des douleurs, de la compression de vaisseaux, de la compression de la vessie, des signes urinaires et tout ça. Voilà. Et le diagnostic se fait comment? Le diagnostic, c'est essentiellement déjà l'examen, mais le principal examen paraclinique, ça va être l'échographie. Une échographie en fait pelvienne va permettre de pouvoir mettre en évidence les fibromes. Dans la majorité des cas, ça va être ça. Dans certains cas, pour certains fibromes qui sont à l'intérieur de la cavité, on peut faire certaines échographies spéciales qu'on appelle l'hystérosonographie. Voilà. Pour d'autres, même ça se détecte lorsqu'elles tombent enceintes. Oui, mais ce n'est pas le cas le plus classique. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a des fibromes qu'on a des signes. À peu près une grande partie des femmes qui ont des fibromes vont être asymptomatiques. Il y a des gens qui ont leurs fibromes, qui vont tomber enceintes sans problème, qui vont avoir des enfants et justement pendant la grossesse, on va peut-être découvrir un fibrome ou pendant le suivi de grossesse, un fibrome de façon, je vais dire, de façon systématique, comme ça on va le découvrir en fait. Donc c'est pas forcément parce qu'on a des fibromes qu'on a des signes. Voilà. Ou qu'on va avoir des troubles, des règles, pas forcément. Pas forcément. C'est une partie des femmes qui ont des fibromes qui vont avoir des signes. Pas toutes. On peut en avoir et puis pouvoir concevoir. Bien sûr, bien sûr. Tout fibrome n'est pas cause d'infertilité. Tout dépend de la position du fibrome. Sur l'image de tout à l'heure, vous voyez, c'est des fibromes en fait qui ont un impact sur l'intérieur de la cavité. Donc, qui vont empêcher l'anidation d'un œuf ou qui vont entraîner peut-être des avortements. Voilà. Et là, une opération chirurgicale, c'est bien ça pour pouvoir retirer, je sais pas. Comment Oui. est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un traitement? Voilà. En ce qui concerne les traitements, déjà la première chose, c'est qu'on ne traite que les fibromes qui posent problème. Parce qu'il y a des fibromes qui ne posent pas problème. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des femmes qui ont des fibromes qui sont asymptomatiques. Ces fibromes ne vont pas entraîner des troubles des règles et qui vont pas empêcher de tomber enceinte. Donc, on ne fera rien, en fait. Donc, maintenant, celles qui posent problème, il y a des traitements médicaux, c'est des médicaments, mais je tiens à préciser que ce n'est pas des médicaments qui vont faire disparaître des fibromes. Aujourd'hui, pour le moment, dans le monde, on n'a pas de médicaments qui fassent disparaître un fibrome. C'est des médicaments et traitements hormonaux qui vont permettre de réguler les troubles en fait, des règles, c'est-à-dire des règles très importantes. Ça va permettre de réduire un peu le flux. Et si ça ne marche pas, là, on est obligé de passer à la chirurgie le plus souvent dans nos contrées. Soit la chirurgie à ciel ouvert où on ouvre le ventre ou de la chirurgie endoscopique pour des petits fibromes qui sont dans la cavité. On peut partir avec une caméra à l'intérieur de l'utérus en passant par le vagin et le col pour pouvoir les décrocher. Et là, c'est que c'est douloureux. Non, en général, ça se passe sous anesthésie. D'accord. Sous anesthésie. Herman? Oui, mais après une intervention chirurgicale de fibrome, au cas où enfin, le mal est quand même assez béant, est-ce que une femme qui a subi une première intervention peut souffrir encore à nouveau du même mal? Tout à fait. Les récidives sont possibles, mais lors de la première intervention, lorsque tous les fibromes ont été enlevés, il peut avoir des récidives, en fait. Il peut avoir des récidives, mais il y a un certain temps. Ça prend quand même un certain nombre d'années avant d'avoir des récidives. Parce que, comme je vous disais, la cause principale n'est pas vraiment connue, en fait. On n'a que des facteurs de risque. Et est-ce qu'il y a des recherches en cours pour essayer de décanter quand même, d'élucider la cause de cette maladie? Oui, il y a des recherches dans le monde. Est-ce qu'il y a des pistes déjà Est-ce qu'on peut espérer? explorables, des pistes explorables? Non, c'est un peu ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il y a des études récentes qui parlent des facteurs génétiques, parce que dans un fibrome, on sait en fait que le patrimoine génétique d'une cellule est le même en fait pour toutes les cellules qui forment le fibrome, quelle que soit sa taille. C'est monoclonal, c'est-à-dire que c'est la même cellule qui se multiplie. Donc il y a bien des facteurs génétiques. Maintenant, il y a des facteurs raciaux. Il y a une étude américaine qui date de 2012 qui a étudié les fibromes chez les femmes noires et qui sous-entendait, en fait, qui a mis l'hypothèse, parce qu'ils se sont rendus compte que chez les femmes qui se défrisaient les cheveux,
beaucoup avaient des fibromes. Sur 10 femmes qui avaient des fibromes, 7 se défrisaient les cheveux. Aux Quel est le États-Unis. rapport? L'étude, en fait, suppose qu'il y a certains perturbateurs endocriniens utilisés qui se retrouvent dans les défrisants et qui pourraient être le lit favorable, en fait, au développement des fibromes, en fait. Mais ça nécessite des études complémentaires, je pense, qui sont en cours. Mais on n'en a pas plus pour le moment. Et justement, est-ce qu'il y a des gestes simples à adopter pour limiter les facteurs de risque? Bon, vu que les facteurs de risque dont on parle, pour le moment, ne dépendent pas directement de l'action de l'individu, on ne va pas pouvoir donner des attitudes particulières, en fait. On va pouvoir donner des attitudes particulières parce que vous ne pouvez pas contrôler le taux d'ostrogène. Après, il va falloir s'abandonner à la Croiser les providence doigts. divine. Et dépister, c'est-à-dire que si on a des soucis, la seule chose, ce qu'on peut faire, c'est que si on a des troubles des règles, on a des règles trop importantes et qu'on a des saignements, par exemple, en dehors des règles déjà, il faut consulter. Il faut consulter un spécialiste qui soit capable de faire le diagnostic et vous dire si oui, il y a vraiment des fibromes ou pas. Et selon, vous permettez, vas-y. parce que le sujet, moi, m'intéresse particulièrement, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont généralement ciblées, peut-être selon des études? On a constaté que des femmes qui se situent entre une certaine tranche d'âge donné sont les plus souvent atteintes de cette maladie. Bon, statistiquement, ils disent entre 30, ce que les études montrent, en fait, 30-40 ans. Parce que, comme on dit, c'est souvent des femmes qui ont des premières grossesses tardives ou des nulligestes, des femmes qui ne sont jamais tombées enceintes après un moment. Donc, c'est souvent à ce moment qu'on les retrouve le plus souvent. 30 ans pour une grossesse, En même c'est temps. trop parti. Le feu est déjà orange pour une grossesse à 30 ans. Je pense qu'à 30 ans, il faut vraiment prendre le taureau par le corps. Parce que D'accord. la fertilité diminue avec l'âge, la fécondabilité. Les chances de tomber enceinte, ça c'est un autre sujet, mais les chances de tomber enceinte diminuent à mesure que l'âge augmente. On va en peut-être en reparler. reparler. Oui. Ouais, certainement. Ouais. À quel âge faut-il tomber enceinte? Après, il ne faut pas non plus tomber enceinte à 12-13 ans. Je n'ai pas dit ça. Alors, docteur, un dernier mot. Donc le dernier mot, c'est, je dirais, ce qu'on peut faire si vous avez des troubles des règles, si vous avez des règles trop abondantes, si vous avez des saignements en dehors des règles, c'est une bonne raison de consulter. Si vous avez une augmentation du volume de votre abdomen depuis des années, et consulter, et de l'autre côté, il n'y a pas de médicament qui fasse disparaître des fibromes aujourd'hui, pour le moment connu. Donc, Là, il faut que les gens le sachent. Les gens le sachent. Et parce qu'il y a beaucoup de... Tout le monde dit oui, telle plante, fait ceci, fait cela. Mais c'est Il n'y a faux. pas de preuve. Scientifiquement, Il y a c'est pas de pas preuve. encore En tout prouvé. cas, moi, je vois beaucoup de femmes qui ont pris des traitements pendant plusieurs années, qui finalement se retrouvent à 45 ans, toujours avec le même fibrome, et à ce moment, il n'y a plus de grosses chances de tomber enceinte naturellement. Mais psychologiquement, est-ce que ce n'est pas pesant pour une C'est femme c'est très, très pesant psychologiquement pour les femmes parce qu'il y a une grosse errance médicale. Vu que dans nos sociétés africaines, les gens n'ont pas forcément confiance à l'hôpital, donc ça fait le ping-pong entre la médecine traditionnelle, les hôpitaux, les investigations. Les gens n'ont pas forcément le pouvoir d'achat de se payer les investigations qu'il faut, en fait. Donc ça erre beaucoup, ça traîne. Et derrière, il y a la question de la fertilité qui impacte, il y a la question de la gêne de ne pas avoir. Imaginez quelqu'un qui a ses règles pendant 2-3 mois et qui ne sait pas comment arrêter ça. Donc c'est très pesant psychologiquement en général pour les femmes. Et les interventions chirurgicales, ça ne coûte pas cher? Je n'aime pas dire souvent en santé que ça coûte cher parce qu'en général, la qualité des soins ne s'adapte pas à la poche des gens. C'est plutôt la poche des gens qui doit Qui s'adapter à la s'adapte. qualité des soins. Après aussi, on connaît le train de vie de nos populations, Tout à fait. qui n'est pas toujours en adéquation avec les exigences des hôpitaux. Tout à fait, c'est un fait, hein. Mais le truc, c'est que, vous savez, le problème, c'est que dans les hôpitaux ou dans les structures privées, quand les gens achètent du matériel pour soigner à l'extérieur, on ne leur fait pas des prix en fonction du niveau de vie des pays. Donc, on devrait plutôt réfléchir à comment on paye. Est-ce qu'on mutualise? Ce sont des pistes de solutions. C'est la santé, un monde, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Merci, docteur Lakunji. Je vous en prie. Mylène, merci. Merci à toi. On va recevoir à présent monsieur et madame Rouge-Bordeaux. Ils se sont entendus aujourd'hui parce que Rebecca veut nous parler de l'habillement. D'accord? Le docteur, il a mis son très joli good luck
que je vais retirer tout à l'heure au passage. Vous, Docteur. vous pouvez aller, vous tapez sur Facebook Oshara, c'est l'habilleuse. et puis vous Merci, pouvez- merci beaucoup. Facturer Mais on à va la vous faire une fin. petite facture juste à la fin. On va vous faire une petite facture pour avoir fait de la publicité. Pareil pour moi. N'est-ce pas? Allez, merci beaucoup, docteur. Et on reçoit à présent Rebecca Kendiaoundé, son invité, et Bruno Soilier, avec qui aujourd'hui ils forment le couple Rouge-Bordeaux. Encore le jingle mode qui est aussi Rouge-Bordeaux. Donc, Bruno Soilier, je ne sais pas s'il a fait exprès ou voilà, ou s'il s'est entendu avec Rebecca. Rebecca Kendiaoundé, bonjour. Bonjour Raymond Amega, bonjour Mylène Fanou, bonjour aux téléspectateurs. Alors, le style est au complet, Mylène Fanou. Ah oui, oui, oui. On retrouve une Rebecca. Quoi? En mode gossip? Oui, oui. Peut-être en mode gossip? Oui, en quelque sorte. Ben, on va faire comment hein? N'est-ce pas? Bon, tu sais, c'est exprès, je n'ai pas mis de cravate aujourd'hui Ah parce bon? que je savais que tu allais en venir avec une 6 millions que je vais mettre juste avant la fin de Il n'y l'émission. a pas de souci. Et Rassure-moi qui que n'est je pas m'en vais avec la assorti à ta cravate. Ben, il n'y a chemise, pas de souci. Herman Hein. Amega. C'est comme N'est-ce toi pas? Raymond. Et qui vient juste en masterclass à côté d'elle, Bruno Soilier. Gros plan sur Monsieur Lexique Sport, aujourd'hui mannequin des circonstances. N'est-ce pas, Rebecca? Et il va Ah oui. défiler pour nous tout Il va à défiler l'heure. pour nous. Merci. Mercredi dernier, c'était à Cram. Aujourd'hui, il s'est décidé donc Ah. de prendre la place d'Akram. Non, je saurais jouer ce rôle, c'est beaucoup plus lourd que moi. Merci pour les compliments. Bonjour Raymond. Bonjour Mylène. Bonjour Rebecca. Bonjour Ah, Bruno. mais là, c'est. En Vous tout cas, aimez? on a vu. Est-ce que vous aimez? Oui, c'est très beau. Merci. Alors, Rebecca, aujourd'hui, on parle de quoi? Tout à fait, on parle des cravates. Alors, portée à l'origine par les soldats pour se protéger du froid, la cravate apparaît en France sous le règne de Louis XIII. À cette époque, les soldats croates sont recrutés par le roi de France. Ils portent à leur cou un foulard noué. On pense d'ailleurs que le mot cravate serait une déformation du mot croate. Vers 1650, la cravate s'installe au cour et à la cour du roi Louis XIV. Chacun rivalise d'audace et d'élégance en ajoutant des dentelles et des rubans de soie. Cette mode se répand alors à toute l'Europe. Portée par les riches et les dandies, la cravate a traversé les siècles suivants et les continents en prenant de nouvelles formes. Aujourd'hui, elle est très prisée. Adolescents, jeunes et même adultes, les hommes ne ratent pas l'occasion pour en mettre. Ça relève peut-être le style. En tout cas, on saura tout à l'heure. Mais quand et comment mettre la cravate aujourd'hui? On vous en parle. Quelles sont les couleurs qu'il faut surtout agencer pour avoir une belle tenue? Aujourd'hui, on en parle avec un habilleur conseil, loge à Vaouin. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Alors déjà, dites-nous, quels sont les différents types de cravates qu'on distingue En aujourd'hui? fait, il y a les cravates slim, il y a les cravates moyennes, et ensuite les cravates comme celle que vous avez portée là. D'accord. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut mettre la cravate surtout? En fait, la cravate est destinée, bon, c'est comme tu veux quoi, pour être élégant et tout ça, surtout pour ceux-là qui travaillent dans les institutions financières. Ici, sinon à tout moment, on peut mettre la cravate. Est-ce que vous Ça avez peut dit les partir. institutions financières, c'est uniquement ça? Ici, plutôt ici, c'est comme ça se passe. Au À moi- Bénin? Au Bénin? Oui, au Bénin, à moi, à mon avis. Ok, Sinon, sinon en ailleurs, tant comment? qu'administrateur ou un fonctionnaire, naturellement, doit quand même porter une cravate, même un instituteur. Ok, d'accord. Alors, comment il faut agencer les couleurs? Sur quelle chemise il faut mettre la Bon, cravate? en fait, c'est comme celle que vous avez portée là. Il faut nécessairement une chemise à déjà couleur unique. Absolument. Vous voyez? C'est comme les gens portent pantalons rayés à rayures avec sur des chemises carrelées, des trucs comme ça ne se porte pas. Ok, d'accord. Est-ce que ce que Bruno a mis là, c'est Là, bon? c'est très bien. Le style est relevé, précis et détaché. Tout à fait. Merci. J'avais peur d'avoir commis une erreur. D'où l'intervention. Et voilà, donc c'est ça. D'accord. Donc, il faut mettre une chemise forcément blanche en bas ou bien Blanche. ça dépend? Blanche, bon, si on doit parler du classicisme, il faut nécessairement une chemise blanche comme bleu ciel. D'accord. Vous voyez? Ok. Voilà. Emma? Oui, mais justement, hein, est-ce qu'aujourd'hui,
le style n'a pas évolué où voilà, chacun il va à l'inspiration. En fait, tout est possible. C'est en fonction du goût. Le goût est relatif. Oui, le goût est très relatif. Donc, il y a d'autres. Bon, quand on ne s'y connaît pas, c'est autre chose. Maintenant, après, s'il n'y a pas des combinaisons classiques qu'il faut quand même respecter. C'est ça que je voudrais dire, c'est ça sur lequel j'insiste. Et quelles sont ces combinaisons classiques? Classique, il faut une chemise blanche ou bleu ciel. Blanc sur bleu ciel. Oui, Forcément. absolument. On va Donc, rentrer dans le classicisme, c'est ça. Donc une chemise blanche Ou bleu ciel. ou bleu ciel en bas. Ça fait très bien habillé. Quand on voit de près, on a l'impression que les cravates de couleur rouge sont assez spéciales. Rouge et bleu, on voit par exemple les présidents de la Très République bien. régulièrement, le cas de Donald Trump, toujours en cravate rouge. Et Emmanuel Macron, généralement en bleu nuit. En bleu bleu, nuit, en bleu souvent. nuit. Je sais, vous devez savoir aussi, comme moi, quand vous passez en vue, quand vous, à la télé comme ça, par rapport aux hommes politiques européens, bon, vous allez voir que uniquement c'est des chemises classiques, blanches ou bleu ciel. Bleu ciel. Et surtout les costumes sombres. Surtout les costumes Pas trop sombres. de mélange de couleurs. Non, pas trop de mélange de couleurs. Ou c'est des tons sur tons, c'est-à-dire un tissu bleu et les rayures sont bleues. C'est ça qu'on appelle ton sur ton. Ton sur ton. Ton sur ton. D'accord. Emmanuel, tu permets, je vais chercher rapidement une cravate qu'on va essayer de nouer ici sur Ah, le Herman, plateau. bien sûr. Hein. Ah oui. Oui, bien sûr, on va y aller. On va y aller, pourquoi pas. Bruno, il Mais a avant, la mais cravate, avant que Rebecca ne vienne avec sa cravate, moi j'ai une question pour notre invité. Et les sapologues, ceux qu'on appelle les sapologues, la SAP, la Société des ambianceurs et Ils des ont personnes changé les élégantes, codes. ils ont changé les codes. Tout Et bouleversé. aujourd'hui, on peut mettre du jaune sur du vert, du Pourquoi noir sur du rouge au vin, Pourquoi pas? du rouge bordeaux si vous voulez. Mais surtout, des couleurs uniques. Unique. Vous comprenez? Donc, lorsque Ça, vous avez c'est- une cravate à pois comme ce que vous avez mis là, Ça, on ne c'est- peut pas mettre ça sur une chemise rayée. Jamais. Jamais. C'est Jamais. très Ça malade. fait surchargé. Jamais. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Hors de question. Donc, vous À pouvez moins même vous que fâcher pour ça. celui-là ne s'y connaît. Bon, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut porter une chemise qui a une couleur unique avec une cravate couleur unique également? Tout à fait. D'accord. Ça, c'est le plus le classicisme. Ça, quand vous voyez, par exemple, son Excellence, M. Talon, vous le voyez habillé, non? S'habiller, non? Il est comment? Très C'est beau. bien chic. C'est la référence vestimentaire. Ouais. Si vous le dites. Chic. Au Oui, Bénin, chic. hein. À qui moi, c'est un monsieur à qui moi je rends hommage. N'est-ce pas? Sincèrement, oui. Si on doit parler du classicisme, là, il est dedans, il est tranquille. Je l'admire quand je Il le est vois. bien je choisi l'admire. aussi, pas vous. Je l'admire, moi, personnellement. N'est-ce Ah pas? oui. Oui. Et de Ben, ça fait, se son comprend habilleur aussi, conseil. En hein. tout cas, à chacune de ces apparitions, c'est clair. Très peu comme de vous gens le s'habillent dites. à Cotonou. Hein. Sinon, je peux déjà rendre hommage aussi à notre ministre de la Justice, qui est bon, qui est très bon. Aussi en Coupacle, matière très bon, de... très fin. hein. Notre ministre, Ouais, ouais. oui, le ministre de la Communication. Il s'habille très bien. Très bien. Allez, on là. Oui. D'accord. Alors, on va d'abord procéder à... Bruno, tu t'y colles? Bruno, Tu On t'y y va. colles. Bon. Ah, Bruno, tu seras noté. Hein. Attention, le On va professeur, il est essayer. là. C'est en direct, mais bon. oui, en direct, d'accord. Voilà. Bruno a été pris à brûle pour point. Ah, vraiment. On saura désormais si la Si très c'est belle, si la noué. très belle cravate a été nouée par quelqu'un d'autre. Tu nous dis, il y a le nœud que tu veux faire, et c'est pas là ça commence. Non, il est simple. en fait. Et décris Je ce vais- que tu fais, Bruno. Non, je vous explique. Oui, Alors, je fais d'abord oui, ça. un premier nœud, comme ça, vers ma droite. oui. N'oublie pas que tu es un habilleur conseil. Et qui peut dire, monsieur, c'est faux. Alors, je ramène la cravate par ici, à la D'accord. face intérieure, pour former un deuxième nœud du côté gauche, pour faire un nœud complet. Voilà, là j'ai une forme de V, il y a déjà un nœud qui s'est Qui s'est formé là. formé. Voilà, Ça se voit. donc je fais un dernier tour par ici, je ramène par dedans, et en ressortant, en fait, je fais passer par le creux ici, donc, Voilà. et je tire Voilà. comme ça. Et Voilà. Et j'ai- le nœud,
Il est bien fait. Déjà, Là, un nœud. c'est un nœud français, ça. Ça, c'est- Ça, c'est un anglais. nœud français. Ça, c'est Ah, un nœud ce que français. j'ai là, parce qu'il y a une différence en fait. Bien. Donc, Il y a voilà. des nœuds en forme de Et virgule. j'ajuste avec Oui, oui, il y a plusieurs nœuds. la note. La note, La note pour son nœud français, C'est bon. combien bon. sur Il est au 10? point 10 du 10. 10 sur 10. Très bon élève. Il mérite même une bourse. Oui, Mylène. Je vois de ces cravates qui sont légèrement penchées. Oui, c'est ça C'est qui est c'est un virgule. style. C'est ça, c'est le style Ça, à l'anglaise. oui, Non, c'est- encore plus penché que ça. hein. Oui, il y en a qui sont plus penchés, il y en a même qui disent que c'est pour les personnes d'une certaine Catégorie. catégorie. C'est Sinon, moi, pour- j'apprécie ce nœud-là, c'est ça. Moi, Et le nœud que vous avez mis ça, là, c'est anglais. Anglais. C'est anglais. mais c'est pas penché. Si, c'est penché. Et le nœud béninois, là, c'est quoi? Oh. Et s'il y a Non, le- le il y a Béninois, le- est-ce que Les les Béninois Béninois, ont créé on a- la cravate. Le Béninois, Non, mais attendez, il y a des tissus aujourd'hui en cravate, ou bien? mais bon, Ça, c'est béninois, non, ou bien? C'est béninois, C'est mais la quand il touche, s'agit des nœuds, je pense pas que les Béninois ont encore eu une créativité particulière par rapport à un nœud de cravate. Est-ce Donc que les, les les Béninois, nœuds le standards temps sont des nœuds beaucoup De plus nouer même, européens. le Bénin a le temps de nouer nœud. Vous voyez? Et puis la plupart des cravates, à moins que vous ne les ayez achetées en prêt-à-porter et autres, quand vous allez à Missebo pour prendre des cravates, c'est déjà des cravates nouées comme ça, accrochées. Ok. On vous vend en fait, donc elles Et sont tu déjà. prends- Donc beaucoup portent de cravates Mais comment on lave ça alors, en si c'est réalité déjà sans comme- savoir Non, là, ça est le nœud. les nouer. Donc beaucoup utilisent de l'éponge, d'accord, qu'ils font passer soigneusement sur la cravate, même au niveau du nœud, parce que généralement la cravate se salit beaucoup plus Au par niveau le du nœud, nœud, ouais. parce que pour nouer, ajuster, donc c'est la partie que nous tenons le plus. En fait, donc, et puis, elle se salit il faut plus toujours, vite. détacher le cravate, parce que après l'usage, il faut Il faut toujours. toujours détacher. Ah, mais Mais on n'a si on pas sait cette pas le culture. faire, Généralement, on voilà. maintient le nœud, on Ça, essaie juste de desserrer pas bien. et on dépose. Si tu fais attention délicatement à ne pas détacher la cravate, Sinon, ça finit plus. sinon c'est terminé. Il y a aussi les nœuds papillons. Vous nous en parlez? Oui, bien sûr que oui. Il y a aussi les nœuds papillons qui sont portés souvent, sinon généralement, pour des cérémonies de mariage, surtout baptême, des trucs comme ça. Pour les Bon, grandes occasions, voilà. les dîners de gala. Les dîners de gala. Pourquoi ça rehausse plus l'image de celui En où fait, c'est c'est- ça, quand on parle de dîner de gala, tout ça, là, ça veut dire que c'est le classicisme. Donc ça, c'est autre chose, quoi. Ce n'est pas donné aux partisans de moins d'efforts d'aller se présenter là, non. Partisan oui. de Ouazéva. C'est là où il y a d'autres, c'est en vue comment dire, des occasions comme ça qui s'habillent au paroxysme de la chose. Vous voyez? Donc, bon, voilà. Donc les nœuds papillons, on va dire que c'est C'est le top le des... top, c'est le classicisme. Ok. Ça ne sert à Mais rien. on voit beaucoup plus des gens qui sont dans la restauration s'habillent ainsi. Voilà. Oui. Les restaurateurs, généralement, Tout à fait. oui. Tout à fait. C'est pas ici où. Et j'en viens aussi à cette forme de cravate-là qui généralement est très courte, mais un peu épaisse, un peu large, et Oui. qu'on retrouve également chez les restaurateurs. Oui. Quel est ce genre de cravate? Elle est souvent, généralement, au niveau, Comme papillon façon là, c'est ça? oui, un peu large, oui, juste. Bah, assez. en fait, je ne maîtrise pas trop ça parce que ça, c'est. Surtout, voilà. C'est en fait, récent. Pas récent, là, il y a très longtemps, ça existe. Et c'est comme aussi les foulards, là, il y a les foulards qu'on met, voilà. Il y a aussi les foulards, bon. Ici, en Afrique, c'est autre chose. Je ne maîtrise pas trop tout ça. Bon. Est-ce qu'il ne faut pas choisir sa cravate en fonction de sa taille aussi? Absolument. Absolument. C'est comme les gens, on parle de slim, il y a des cravates slim. Ou bon. Ou d'autres, on a dit c'est le snobisme, quoi. On suit comme ça la mode parce que lui porte, celui-là porte, bon, je dois porter, c'est ça. Et ça fait que ils prennent même plus soin de leur taille. Parce que celui-là porté slim, alors qu'il faudrait aussi que je. C'est pas ça. Moi qui suis ici, par exemple, je peux quand même pas porter une cravate quasi. En slim, je ne peux pas. Je ne Encore peux que ça jamais porter. dépend aussi des cols de votre chemise. Il y a aussi la chemise slim. Il y a aussi la chemise slim que moi je n'apprécie jamais. Ça ne me dit pas. Ok, Et d'accord. dire que, et lorsque vous portez une Parce que quand cravate, tu portes la Oui. chemise slim, vous allez voir que le col est plus ou moins chose là. Donc il faut nécessairement une cravate slim. Ça fait que moi, ça ne me dit pas.
D'accord. Alors, avec ta permission, Oui, Herman, vas-y, on fait oui. un tour rapidement du côté de la régie pour suivre cette petite vidéo tuto qui nous montre un peu les différents types de cravates et aussi comment les nouer. Très rapidement. Voilà donc une série de nœuds qu'on vient de nous apprendre. J'espère que Mylène l'a retenu et qu'elle pourra le faire très prochainement pour monsieur. Rebecca aussi, j'espère que tu ne vas pas te contenter juste de la cravate que tu as au cou. Et voilà, t'auto-proclamer la reine de la cravate. Monsieur, dites-nous, voilà, pour finir, Un mot à ajouter. quelques conseils pour les téléspectateurs, ceux qui ont envie de s'habiller, pour bien s'habiller. Pour bien s'habiller. Ce que je voudrais dire, c'est que les gens prennent soin comment dirais-je, d'être Bien plus, habillé. plus observateur, parce qu'il faut observer pour quand même pouvoir améliorer son habillement. Rien ne sert de dire, bon, c'est ça et c'est ça. Non, c'est pas ça. Il y a des manières de s'habiller. Il y a des règles. Sinon des règles, oui. D'accord. C'est des règles. Donc, D'accord. pour clôturer, je ne peux que dire ça. Et je rendrai hommage à tous ceux-là qui s'habillent très bien. Il le faut, c'est important, Et quoi. surtout dire hein, Il a dit, que Mario, lorsqu'on tu as noue la quelque chose à- cravate, oui, lorsqu'on noue la cravate, il faut tenir compte de sa taille. Normalement. Quelqu'un qui a une taille Normalement. Vous avez vu relativement ce que courte. notre président, vous voyez comment il s'habille par rapport à la Vous cravate. êtes Vous vraiment revenez là. passionné Donc par- celui qui a une taille relativement courte ne saurait nouer une longue cravate, puisque lorsqu'on porte une cravate et qu'on l'ajuste au cou, elle ne devrait pas dépasser la taille, c'est-à-dire qu'elle ne devra pas dépasser la ceinture. Voilà. Si votre cravate couvre votre ceinture, c'est vous êtes que mal Vous habillé. êtes mal habillé. vous êtes mal C'est pas la habillé. peine. Donc on noue la cravate également en fonction de sa taille. De sa taille. Bika, D'accord. la- Merci beaucoup, Herman. Merci à Eloge Avarin. Merci pour toutes ces précisions. et la jolie cravate que tu as au cou, rassure-moi que c'est la mienne. Rassure-moi devant les téléspectateurs. Avec plaisir. N'est-ce pas? Oui. Voilà qui a été dit. Je vais trancher après. L'invité a déjà tranché. N'est-ce pas, Bruno? Oui, Tu es d'accord déjà avec moi? tranché, donc on va Mylène suivre aussi le d'accord dossier. avec moi? Non. Voilà. Merci. Non, non, Mylène. non. L'invité est d'accord avec moi, non? Absolument. Donc ça fait 3 contre 2. On a remporté la majorité. Allez, à présent, on installe Lexic Sport avec Bruno Soali. Bruno?
Aujourd'hui, nous irons dans le monde Rugby. du rugby. Du rugby français surtout, et parler de cette récompense suprême au niveau du rugby français, c'est bien entendu. Le bouclier de Brunus. Voilà, le bouclier de Brennus, qui est donc la récompense décernée à l'équipe victorieuse du championnat de France de rugby, le top 14, comme vous le savez bien. Alors, ce trophée que nous allons découvrir juste à l'antenne est l'un des trophées les plus impressionnants, les plus convoités, je dirais, du sport français, on va dire ça comme ça. Vous-même, vous voyez sa taille, vous voyez sa forme, vous voyez la matière à base de laquelle il est fait. Alors, dit que c'est un trophée du championnat de France de longue paume, car un deuxième bouclier de Brennus a été créé cette même année, c'était en 1992, à l'initiative de Baron Pierre de Coubertin, joueur de longue 1800? paume. Oui, 1892, Vous voilà. avez dit 1900. Ah non, 1892, pardon, autant pour moi, donc un siècle avant. D'accord, donc à l'initiative du baron Pierre de Coubertin, joueur de longue paume de la société de Paris. Contrairement à l'opinion répandue, le nom de ce trophée n'a pas rapport avec le chef gaulois Brennus, qui s'illustra lors du sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ, parce que beaucoup ont mal, je dirais, attribué l'origine de ce nom, le bouclier de Brennus, à ce trophée. Donc, conçu d'après un dessin initial de baron Pierre de Coubertin, ce trophée doit son nom plutôt, Herman, à son artiste créateur qui est Charles Brennus. Donc, par ailleurs, cofondateur de la Fédération française de rugby également. Donc, vous comprenez que Charles Brennus a été un grand monsieur. Non seulement il a été cofondateur de la Fédération française de rugby, mais il est aussi celui-là qui a conçu le trophée qui va récompenser l'équipe championne de France au rugby. Alors, la trace du bouclier disparaît pour réapparaître en 1912. Cette fois-ci, Roger Leroux, capitaine du Racing, assure que Brennus en est bien l'auteur. Enfin, il y a également Géo Lefebvre, célèbre journaliste de l'époque, qui rapporte que Brennus lui-même en a confirmé sa paternité. Il s'agit bien de Charles Brennus. Alors, le bouclier de Brennus est symbolique et fixé sur une planche de bois, Herman, que la fantaisie des différents détenteurs a façonné peu à peu. Ce trophée est surnommé donc le bout de bois, pas le bout de bois de Dieu, mais le bout de bois par les joueurs du rugby français. Alors, on va parler de la naissance de ce trophée, le bouclier de Brennus, comme je le disais plus tôt, créé en 1892 afin de récompenser le futur vainqueur de la première finale du championnat de France de rugby. Donc, vous comprenez que en France, ça joue au rugby depuis la fin des années 1800. Alors, et également, c'était donc le 20 mars de cette année-là, et également pour récompenser le premier championnat de première catégorie, en partie terré bien entendu, de longue paume. Le baron de Coubertin conseilla donc cette année-là à la commission centrale de rugby de prendre contact avec le graveur parisien Charles Brennus, et il fit de même auprès de la commission centrale de longue paume. Également, Herman, il faut dire que ce trophée qu'on appelle aujourd'hui le bouclier de Brennus, dont on a dit qu'il est dessiné par le baron Pierre de Coubertin, président donc de l'Union des sociétés françaises des sports et qui a révolutionné les Jeux Olympiques, voilà, dans sa version moderne. Exactement, chargé du champion. Donc la Fédération française de rugby n'existant pas encore à cette époque-là, il fut gravé par Charles Brennus, donc président du club rugby parisien, le SUCUF. Donc, alors, la création de ce trophée est mentionnée dans un article de 1892 déjà dans le journal Sport Athlétique. Alors, donc, le bois prenne un coup parce que vous comprenez que lors des célébrations, le trophée, on se l'arrache, on court dans tous les sens et on le secoue et tout ça. Donc, il y a eu des moments où le bois, donc, qui est partie composante du bouclier de Brennus, a pu prendre donc un coup. Mais en 90, donc, ce bois-là sera simplement rénové. Alors, le trophée est offert par le SCUF, qui est traditionnellement remis au champion de France par 2 jeunes joueurs de ce club-là. Donc voilà. Alors en 2004, le bouclier originel a dû être utilisé pour une dernière fois, quand il fut découvert qu'un
qu'un titre de l'USAP donc, avait été oublié sur la réplique. Donc, parce que vous comprenez que sur la partie métallique, chaque fois, il faut graver le nom du nouveau champion. Donc, à la fin de chaque championnat, il y a toujours le nom du nouveau champion, du nouveau club champion à graver sur le bouclier de Brennus. Alors, le Castres olympique devient un champion de France de rugby en 1993 dans la finale marquée par un essai irrégulier de Gary Wetton et un autre qui a été refusé par le Grenoblois Olivier Brouzet. Et donc, pour commémorer ce titre, donc, les fèvres de galettes de bois à l'effigie du bouclier furent créées par les pâtissiers de la ville de Castres. Donc 20 ans plus tard, pour le 4e titre de champion de France de Castres olympique, c'était en 2013, un bouclier en chocolat fut créé par les pâtissiers de la ville de Castres. Donc, vous comprenez que chaque fois que Castres doit remporter le bouclier de Brennus, donc il y a toujours les pâtissiers qui de font cette un ville-là, bouclier. voilà, qui s'activent vraiment. Donc, Herman, quand vous serez Le à Castres bouclier un finit jour, quand vous serez dans les penses. voilà, quand vous serez à Castres un jour, donc rassurez-vous de rencontrer ces pâtissiers-là. C'est sûr que vous allez prendre du bon chocolat. Alors, le surnom bouclier est donc le bout de bois, une tradition donc occitane, loup plancho, donc et également donc qui est très utilisé par ceux-là qui connaissent véritablement la valeur de ce trophée-là. Donc Herman, on va s'arrêter là sur donc le Becca, c'était le de Brennus. Le Bouclier de Brennus. Le bouclier Le Brennus. de Brennus. Interrogation écrite 20 sur 20. À tout le monde, j'espère que la prochaine, on va faire le saladier d'argent, peut-être. Voilà, pourquoi Le saladier pas. d'argent. Pourquoi pas. Le saladier d'argent. Vous avez envie de C'est une découvrir proposition, je prends note. le saladier d'argent. On va, salade. Ça, c'est salade. Ça son mélange. Ça n'a rien de salade. on va en parler vendredi prochain. C'est une belle proposition. Donc voilà, je suis preneur pour N'est-ce pas? vendredi. Le Oui. saladier Donc d'argent. rendez-vous pour vendredi sur le saladier d'argent. Et c'est toujours le rugby. Hein. On va revenir. Vous Non, allez tout ce n'est pas comprendre le ce rugby, jour-là, malheureusement. parce que ce n'est pas du rugby. C'est un sport que tu as dit que quelqu'un de ta famille aime particulièrement. Ah, d'accord, le Ouais. tennis. Le tennis. Merci monsieur d'être venu. Donc on va vous laisser partir pour vaquer à vos occupations. On va recevoir à présent sur ce plateau, il va prendre la place de Bruno. Bruno, Donc c'est lui, c'est le représentant de Grand-Mère. Rassurez-vous, vous allez le découvrir tout à l'heure. Didas Tossou. Didas Tossou est avec nous. Didas, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour le plateau. Le plateau vous répond par ma voix. Bonjour, monsieur Didas. Très heureux de vous retrouver comme tous les 2 jours sur la parenthèse. Merci beaucoup. D'accord. Je viens de me rendre compte qu'on ne vous a jamais vu en cravate. Hein. Grand-mère n'avait pas. Grand-mère. C'est mais grand-mère aussi, quoi. Grand-mère ne n'avait mettait pas pas. de cravate. Ah, ok. Son représentant ne peut pas en mettre. Donc, pour rester fidèle aux attitudes de Oui, grand-mère, Grand-mère. Vidéo de grande aux idéaux de grand-mère. Voilà. Donc, voilà. Alors, M. Didas, on nous dit que quand on met une chemise, un habit à l'envers, c'est porteur de chance. Enfant, on nous dit, et dans mon sort. Rebecca? Non? Vraiment? Non? Ah, c'est Bruno? Non? C'est plutôt c'est- l'inverse c'est que dans moi la j'ai période- souvent plutôt- entendu voilà. C'est dans la période dire de vache que maigre. porter une chemise à l'envers, c'est pas bien. J'ai jamais compris l'explication, mais c'est plutôt l'inverse. Ben, chez nous, c'est plus. Grand-mère va nous porteur de situer de chance. toutes les en façons. période de Grand-mère. soudure, on crée Merci toutes sortes beaucoup, de grand-mère. fantaisies. Par ses expériences, a montré que d'abord, quand on parle de chemise ou l'habit porté à l'envers, ce n'est pas vous-même qui portez, qui dites que c'est à l'envers. C'est très rare. Quelqu'un C'est d'autre. quelqu'un d'autre qui découvre que vous avez porté votre chemise ou votre pantalon ou ce que vous avez porté à l'envers. Et il lui dit, cette manière de porter là, c'est que vous allez rencontrer une chance, vous aurez une chance aujourd'hui. C'est porteur de bonheur pour vous. Donc ce n'est pas vous-même qui le dites, c'est l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Si vous êtes à la maison et vous portez à l'envers et que la personne est à la maison et dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne vois pas ce que tu portes? Donc, quand vous êtes à la maison, que vous voulez porter la tenue à l'envers, quelqu'un qui est à côté de vous dit, mais ce que tu fais, tu ne vois pas, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas comme ça on fait. Alors, dès que vous le portez, vous ne savez pas, vous le portez, parce que c'est de façon inconsciente qu'on le fait, et vous quittez là où vous êtes,
Quand vous sortez, on vous rencontre, on dit, ah, cher ami, mais comment tu as porté telle chemise, ah, c'est à l'envers, hein. Ah, ça, c'est une bonne journée pour toi. C'est porteur de chance pour toi. Voilà ce que grand-mère dit. Et ça marche vraiment? Oui, c'est parce que grand-mère a constaté qu'elle le fait. Grand-mère a fait des expériences. Des expériences, Ouais, des voilà. expériences. Ce n'est pas que... Mais il faut, la condition, c'est il faut que la chemise soit portée par erreur. Hein. Inconsciemment. Oui, Si c'est vous Inconsciemment. portez ça Voilà, sciemment, pas de prendre la chemise et la retourner du tout. de l'endroit à l'envers Mais- et la porter. N'espérez rien, Aujourd'hui, n'espérez il faut que rien. la chance me sourit. N'espérez rien. Mais tout à l'heure, vous parlez de cravates et de vestes, en tout cas de tenues. Je dis, Comme Rebecca Anna là. voilà, ce n'est pas le cas de grand-mère. Parce que quand vous portez une veste, vous constatez en même temps si les poches sont quelque part ou non. Oui, c'est difficile de porter à l'envers. À l'envers. Là, vous auriez fait exprès. Donc, n'espérez pas que quand vous allez vouloir porter votre veste à l'envers, que au dehors, vous allez trouver autre chose. Hein, non, vous battez d'abord. Voilà. Rebecca, ça t'est déjà arrivé, toi? de Mettre porter... une chemise à l'envers? Ouais, si, ça arrive. Mais moi, j'avais jamais encore compris que grand-mère avait autant d'expérience et que quand on met ça à l'envers, que quelqu'un d'autre découvre, c'est porteur de chance. Vraiment? Je savais pas. Non. Jamais. Jamais, je viens de l'apprendre. Bruno, toi, c'est tout l'inverse. Oui, c'est tout l'inverse. Je viens d'apprendre voilà, une autre version. Mais ça arrive hein, qu'on porte une chemise à l'envers et qu'on découvre lorsque quelqu'un vous interpelle que vous rendiez compte. Mais que dites-vous des enfants qui généralement portent presque tout à l'envers, même les chaussures? Oui. C'est-à-dire Ça, qu'on c'est- Même les échange enfants, le pied quand droit on au pied commence par gauche. les habituer aux peurs des chaussures dit eux-mêmes, qu'ils sont- généralement, ils les portent à l'envers. Les enfants investent tout pratiquement. Que veut l'enfant? Est-ce que l'enfant a un objectif dans la journée? Non. Mais il mange et il dort, c'est tout simplement. Est-ce qu'il n'a pas trouvé à manger? Qu'est-ce qui reste pour l'enfant? C'est déjà ça. C'est déjà ça. S'amuser, rien de plus. C'est tout. Je c'est vois. tout. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Et c'est que durant toute la journée, Après on est aussi, content. les tenues de femmes, on ne sait pas si c'est à l'envers, si Non, c'est... le Comment on pagne sait de la pas? On femme, sait. parfois, c'est à l'envers et on découvre. Quand la femme porte le pagne à l'envers, on constate. On la lui dit. Mais ça là aussi, c'est porteur de chance ou pas? Oui, mais vous ne le savez pas avant de porter, non? D'abord, si vous savez que c'est à l'envers, vous n'allez pas porter d'abord. C'est ça. Donc, c'est de façon inconsciente que ça arrive. Et ça ne vient pas peut-être une fois par an, hein. Ça peut être une fois par 10 ans, ça ne vient pas comme ça. C'est Ah rare. bon? Oui, c'est rare. vous ne Donc portez si pas. ça vous arrive très souvent, c'est que c'est pas ça, Ça quoi. devient de la fantaisie. Ça devient de la fantaisie. Voilà. Alors faites désormais attention à Oui. vos journées. Hein. Et aussi, quand la main vous gratte, parce que je commence pas à avoir quelques... C'est vrai? On en a déjà parlé l'année Ma main est en dernière. train de gratter. On en là. a Donc, parlé. Ça ne se Oui. gratte pas tous les jours. Il faut te laver régulièrement. Il faut te laver Non, mais c'est un régulièrement. clash. Non, mais c'est un clash. Je me disais que peut-être que Didas voulait me donner de l'argent. On va rester avec les chemises. Je vais un peu sortir de ce cadre-là. Généralement, dans nos traditions, parfois lorsque un parent est absent, surtout le père, et que l'enfant fait la fièvre ou qu'il pleure un peu de trop, souvent on a l'habitude de prendre un habit de son père, pour une chemise surtout, pour le lui porter, et parfois à l'envers. Que dit grand-mère de ça? Pas forcément à l'envers, mais le pagne que vous portez, vous laissez un esprit dedans. C'est ça, le pagne que votre papa porte ou votre maman porte, il y a toujours un esprit dedans. Et c'est pourquoi quand vous voulez remettre même votre pagne à quelqu'un ou bien votre chemise à quelqu'un, Non, mais vous portez avant il y a de Fanny qui me souffle à l'oreille que ça veut dire que les friperies sont dangereuses. on y travaille d'abord avant de porter, souvent. On y travaille avant de porter. On y travaille, On y- c'est-à-dire? Donc, les fripes, on arrête avec, quand on achète les friperies, mais quand on vient à la maison, on lave. Non, mais il y a Non, d'autres qui mais, ne lavent pas, il y a d'autres qui ne lavent justement. pas. S'il vous plaît. c'est On normal. je Il y a dirais- même un dicton qui dit que lorsque vous lavez avant de porter, l'odeur ne disparaît pas. Il faut porter d'abord et l'odeur va disparaître après. Donc, ce que dit Bruno, c'est sérieux. Hein. Quand vous avez vos enfants à la maison et que En l'enfant l'absence pleure, d'un oui, parent. et que vous n'êtes pas là, l'enfant pleure, on prend le pain, on le porte, et c'était. Et ça C'est passe, calme. l'enfant se- Comment vous expliquez ça? Est-ce donc qu'il pleurait par manque Mais de son parent qui je est vous ai absent? dit qu'il y a un esprit à travers votre pain. Donc Parce que l'enfant- parfois, c'est même la fièvre. Hein, c'est dans tout nos comme si cultures, l'enfant on dit- vous a vu. D'accord. C'est tout comme si vous consolez votre enfant.
C'est ça, vous êtes à côté de votre enfant, vous le consolez. Est-ce que c'est pas par hasard dû au fait que vous manquez peut-être à l'enfant? Parce que si l'enfant a de la fièvre et que ça n'a rien à voir du tout avec les sentiments que l'enfant porte envers son père, qu'on lui met la tenue, mais ça ne va rien faire selon moi. Je me dis que c'est peut-être pas manque d'affection du parent Et c'est qu'on lui pourquoi, met. et c'est ça pourquoi j'ai marche. dit tout à l'heure qu'on console l'enfant. De par le port de ce pagne, on console l'enfant. Il y a un esprit qui passe là, qui apaise l'enfant. Donc, ce n'est pas C'est tous les pagnes. spirituel. Oui, oui. Et c'est souvent ce que vous portez régulièrement, c'est ça qu'on porte à Et l'enfant. M. Didas, que dit Kramé à propos de ces femmes majeures, qui, voilà, le matin se tapent les tenues de leur mari, surtout les longues chemises, voilà, et puis elles déambulent dans la maison, elles sont joyeuses. Que dit Kramé à propos? Clairement, non. Oui. L'esprit de l'amour. Bon, Ça, c'est est-ce l'esprit de l'amour. est-ce qu'on va dire le contraire? Elle va pas dire le contraire. Non, grand-mère, ce genre de choses, souvent, c'est les tenues contre le froid, souvent. Souvent, c'est plus gros. Et que elles la n'ont pas, femme. elles n'ont pas de boubou et Elles autres. n'ont Il pas faut de aller boubou maintenant qui attraper couvrent le les foie. chemises. Elles vont attraper les chemises de leur Oui, homme et elles parce que- déambulent dans la maison avec. Est-ce qu'elle Oui. peut supporter l'esprit qui est dans la chemise? Ouais, c'est ça. Mais Voilà, elle supportait, c'est pourquoi elle est sous le toit de... Monsieur Didas, et nous, puisque la vie, ce qu'on porte est précieux, nous qui offrons en fin d'année nos habits, puisqu'on Ou du vide moins, on notre, fait des notre garde-robe. gestes humanitaires. Oui. Oui. Qu'en est-il? Est-ce que vous le donnez par un esprit? Qu'est-ce que vous dites avant de donner? C'est un don. Pourquoi vous donnez? Quelle est l'intention que vous avez avant de donner? En- Mais il y a des gens dans les centres de démunis, là, vous pensez consoler des gens, vous pensez accompagner des gens. C'est un appui que vous apportez. Donc, en dehors même de ce que vous donnez, vous l'accompagnez de prière pour dire, de consolation, c'est ça. J'envoie quelque chose pour consoler quelqu'un, pour accompagner la personne, pour qu'il ait suivi de ces gens-là. Vous allez dans les centres de démunis, bien, un centre carcéral ou dans un centre psychiatrique, tout ça, vous envoyez. Pourquoi vous envoyez? Quel esprit vous a animé à envoyer ce que vous Esprit avez? de bienfaisance. Voilà. Oui, Vous- esprit de bienfaisance, mais parfois on dit que c'est pas trop bien aussi de donner sa tenue parce que la personne à qui tu la donnes peut utiliser contre toi. et c'est pourquoi, Grand-mère dit quoi? et c'est pourquoi j'ai dit, avant que je ne donne à quelqu'un, Il faut prier et là-dessus. Il faut il y a une intention. Si vous laissez seulement votre habit à quelqu'un, mais il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Pourquoi vous ne laissez pas votre porte ouverte et celui qui veut rentre, qui veut rentre, parce que vous vous protégez. Mais avant de donner ma tenue à quelqu'un, c'est que je sais à qui je donne, pourquoi je donne. Oui, je peux donner. L'idée derrière peut être lui faire du bien, mais lui il prend ça autrement. À qui vous donnez et il va prendre ça autrement. Je ne peux pas chercher à donner. Moi, je me rappelle, vous m'excusez, je me rappelle un patron qui en veut à un autre et demandait: ah, ce que vous avez porté là, c'est très bien. Donnez-moi, je vais vous en faire un autre modèle. Et la personne dit: non, j'ai mon couturier. J'ai mon couturier. Vous ne pouvez pas dire à un ministre ou à un député ou à une grande personnalité ce qu'il a porté, c'est bien, et en même temps vous demandez sa tenue. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les conditions dans lesquelles on donne les tenues, on sait. Les conditions dans lesquelles on donne les tenues, on sait. Est-ce que vous avez jamais vu le président de la République dire: je vais donner mes tenues que j'avais portées il y a 25 ans là, à telle personne de ma localité ou dans telle personne parce qu'il y a tel souci? Ben, on va chercher loin quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui ne sait c'est pas très d'où ça, rare. ça provient. C'est très rare. Voilà. Mylène, Vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. c'est tout pour aujourd'hui. On va Merci. retrouver le représentant de grand-mère dès lundi prochain, n'est-ce pas, pour d'autres parades de grand-mère. Oui. Tout ce que grand-mère nous disait, on va dire simplement la science de grand-mère. Grand-mère avait une science qu'elle arrivait à inculquer à sa manière, pas à la manière des mathématiques ou des biochimies Voilà. ou de tout ce que vous voulez, mais à la manière sienne. Et Didas se charge aujourd'hui, donc, sinon, dans la parenthèse,
de nous décortiquer ces parades de grammaire. Madame, monsieur, cette émission va se poursuivre. On va prendre une courte pause pour suivre les Béninois de la diaspora parce que vous le savez, dans la parenthèse, c'est les Béninois d'ici, mais c'est aussi les Béninois de la diaspora. Et vous le savez, chaque mercredi, c'est Ariane Da Silva qui se charge de nous les faire découvrir, qui met les projecteurs sur eux. Et aujourd'hui, elle a repéré pour nous dans le monde Cédric Kodo et Félix Zinsou. Le premier est étudiant en management culturel, il vit en France depuis 2018. Le second est photographe, il vit aussi en France depuis 2017. Alors, mon intégration, eh ben, écoutez, moi je pense que ça s'est fait de deux façons. Par le biais de ma formation, mes potes à la fac. Et deuxièmement, je pense que c'était aussi par mes pratiques culturelles. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup sortir, j'aime rencontrer les gens, j'aime aller au musée, j'aime bien aller en club, j'aime bien voilà, bouger. Et la chance aussi d'être en France, c'est que vous avez beaucoup la possibilité d'avoir une pratique culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, facilement dans mon intégration. L'impact de l'intégration, enfin, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est à travers mes sorties, à travers mes rencontres, parce que je me suis dit tout de suite, il ne faudrait pas être renfermé sur soi. Et comme j'ai la chance d'être dans un domaine culturel et artistique, on rencontre beaucoup de monde, les gens sont ouverts, et c'est vraiment, la culture, c'est vraiment le pont pour fédérer les personnes, pour créer un lien social entre les personnes. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé, énormément, parce que ici, à chaque fois que vous avez des sorties, il y a toujours quelque chose à faire sur le plan culturel. Même quelqu'un qui n'a pas de quoi payer un spectacle, il y a toujours la possibilité qu'il aille voir un spectacle gratuitement. Le Bénin me manque. Ce qui me manque beaucoup au Bénin, ce qui me manque du Bénin, c'est beaucoup plus des endroits. Parce que je suis quelqu'un de très noctambule et je traînais beaucoup dans la nuit à Cotonou. Pas forcément pour danser, mais j'aimais bien circuler la nuit à Cotonou parce que j'aime beaucoup Cotonou la nuit. Pareil, hein, les rencontres, tu rencontres des personnes, tu apprends des gens la nuit à Cotonou. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a tellement de choses, c'est-à-dire si tu dois écrire, tu dois écrire une série, il y a vraiment de quoi s'inspirer la nuit à Cotonou. Il se passe trop de choses la nuit à Cotonou. Et voilà, moi, c'est plus ça qui me manque. Et effectivement, comme je le dis, nous sommes d'une génération où nous vivons en plein dans l'avancée des technologies. Donc aujourd'hui, avec WhatsApp, tu es en contact avec la famille, les amis, donc tu n'as pas forcément l'impression d'être loin du Bénin. C'est pas parce que vous vivez forcément hors de votre pays que vous l'avez quitté en fait. Je pense que les Béninois, qu'ils soient au Bénin et hors du Bénin, œuvrent pour le Bénin.
pour le développement du continent. Donc oui, moi de toute façon, j'étais à Cotonou il y a quelques mois, sinon quelques semaines. Et donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir quitté. Ici, à chaque fois, si dans une année je peux être au Bénin 2 3 fois, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir quitté. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Zensou Ika Félix. Je suis arrivé en France le 7 avril 2017, donc il y a un peu plus de 3 ans. Dès mon arrivée en France, j'ai étudié en droit et après je me suis en fait une formation dans la photographie, un métier passionnant. Et de nos jours, je suis devenu artiste photographe. Mon intégration en France s'est faite très bien parce que depuis le Bénin, en fait, j'avais déjà pas mal d'amis en France. Donc, quand je suis arrivé en France, je les ai tout de suite vus et ils m'ont aidé à m'intégrer et à savoir ce qu'il faut savoir dans la vie. Vous voyez, parce que quand on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, forcément, il y a cette façon d'être dépaysé. Donc, avec les amis que je connaissais, ça s'est passé très facilement. Le Bénin me manque et j'espère y revenir très très prochainement. J'ai la possibilité de manger béninois. De nos jours à Paris, déjà il y a plein de restaurants béninois où tu peux manger tout ce que tu veux. Et moi j'ai aussi la chance de connaître beaucoup de familles africaines. Même chez moi, je peux préparer tout ce que j'ai envie de manger autant pour moi. Donc, il n'y a pas exceptionnellement une béninois qui manque. Quand j'étais au Bénin, la culture béninoise, elle ne disait rien parce que je ne voyais pas en fait son importance. Il a fallu que je vienne en France pour savoir que la culture, c'est la chose chère continue de notre pays. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, j'ai déjà pas mal de projets autour de ça qui vont se faire très bientôt, sûrement. Nos relations avec les autres béninois de la diaspora, elles se passent très bien. Déjà, chacun va à ses propres occupations, donc on n'a pas tellement le temps de se voir. Mais les quelques fois où on se voit, ça se passe très bien. La dernière fois où on a eu la chance de se voir, c'était le 1er août dernier, lors de la commémoration de la fête d'indépendance dans notre pays. Il y avait eu un événement qui a été organisé par Ouabéné à la bibliothèque François Mitterrand. On s'est revus entre frères. J'ai revu pas mal de personnes que j'avais vues il y a très longtemps. Donc, ça se passe très bien parce que forcément, quand on se retrouve, on se met un peu dans le feeling du bled, comme on le dit. On se met un peu dans ce feeling, donc on échange, on papote, on parle un peu de tout et chacun amène ses projets. Surtout quand tu rencontres des gens qui sont dans le même domaine que toi, on essaie un peu d'échanger. Donc ça se passe très bien. Merci donc à Ariane Da Silva et à Mohamed Bio pour cet élément. Eh bien, on dit coucou, on fait un coucou à tous les Béninois qui sont disséminés un peu partout dans le monde entier, n'est-ce pas, Mylène, au Maroc, en Algérie, au Burkina Faso, au Togo, au Ghana, aux États-Unis, en Allemagne. Bruno, tu as quelqu'un où? Oh, un peu partout. En France. Tu fais un coucou à qui? États-Unis. Je fais un coucou à Eric. Eric qui est du côté de la France. Il était... Non, je préfère garder le nom de famille. Il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Mylène, il était en Russie en tant qu'étudiant. Maintenant, il est en train de finir son cycle du côté de la France. Mylène? Cédric Kodo, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Je lui fais un coucou. Rebecca? Moi, je fais un coucou à mon grand frère qui est hors des frontières béninoises. Donc, coucou à Mokis Kendiaroundé. Et il n'y a pas de son prénom?
Oui, à Mokis. À Mokis, Kendiaoundé. Mokis, Kendiaoundé. Oui. Et entre-temps, il nous a rejoint sur ce plateau pour la suite de cette émission. Madame Christiane Chabikao, bonjour et bienvenue dans la Bonjour. parenthèse. Et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir pour nous nourrir, on va dire, un peu de votre science. J'espère. Vous l'espérez. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir. Vous faites un coucou à quelqu'un dans le monde? Mon frère, qui habite à Paris, mes petits-neveux. Allez, coucou à vous. À vous tous donc, et moi je fais un coucou à Pascal qui est de l'autre côté de Nice. Allez, cette émission va se poursuivre, mais on va prendre une courte pause, 1 minute, quelques secondes pour suivre les annonces et communiqués. On revient juste après pour le forum de discussion, le talk qui se penche aujourd'hui sur la question de la production audiovisuelle au Bénin. De faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes dates de naissance sécurisées, de certificats d'identification personnelle et de cartes nationales d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le Covid-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. L'Assemblée nationale invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 à 10h au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale. Gestion 2021. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. L'industrie de la production audiovisuelle au Bénin, est-ce qu'il en existe une? En tout cas, c'est la question que nous nous posons ce matin. Nous allons essayer de nous pencher sur la problématique. Madame Chabikao, dites-nous, quand on parle de production audiovisuelle, c'est quoi pour celui qui ne s'y connaît pas? Alors, la production audiovisuelle, c'est déjà des sociétés de production, d'accord? L'ensemble des sociétés de production qui produisent des contenus pour le cinéma, la télévision. Donc, ces contenus peuvent être des films, donc ces films qui sont projetés dans les salles de cinéma ou achetés par des télévisions publiques ou privées. Ça peut être tout ce qui est œuvre audiovisuelle. Alors, œuvre audiovisuelle, on entend par là tout ce qui est téléfilm, tout ce qui est clip vidéo, tout ce qui est série télévisée, parce que généralement on utilise la vidéo pour faire du matériel vidéo pour faire ces œuvres-là. Ça peut être aussi des émissions de télévision. Donc c'est tous ces contenus-là qu'on appelle généralement la production audiovisuelle. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui de la production audiovisuelle au Bénin? Alors, au Bénin, la production audiovisuelle au Bénin est un paradoxe en fait. Parce que si on doit faire un classement, par exemple, des pays de la sous-région, on peut dire que le Bénin est en tête de peloton ou dans le peloton de tête en ce qui concerne le nombre de boîtes de production. Quand on va sur Internet, déjà les boîtes de production déclarées, donc légalement déclarées, sont plus d'une 50aine. Wow. Donc si on y rajoute ceux qui sont dans l'informel, on peut monter à des centaines de boîtes de production. Paradoxalement, si on doit nous classer pour le nombre de productions, je crois qu'on sera bon dernier. Donc c'est un peu ça le paradoxe de la production audiovisuelle au Bénin. Et qu'est-ce qui explique cette situation? Alors c'est simple, hein, l'audiovisuel fait partie d'une industrie. C'est une industrie. C'est vrai qu'il y a le côté créatif et tout ça, mais c'est surtout une industrie. Donc qui dit industrie dit modèle économique. Et il y a autant de modèles économiques que d'industries cinématographiques. Le modèle économique qui est appliqué ici au Bénin n'est pas le même, par exemple, que celui qu'on retrouve en France
et qui gèrent l'industrie là-bas ou aux États-Unis. Donc le problème ici... Quel modèle économique avons-nous donc au Bénin? Voilà, on n'a pas de modèle économique, c'est ça le gros souci. En fait, notre modèle économique, c'est l'absence de modèle économique. Exactement. On n'a pas de modèle économique, tout simplement parce que les boîtes de production, ceux qui ont le courage de créer des boîtes de production, sont obligés de se focaliser sur, disons, une activité. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se spécialiser dans la production d'émissions de télé. Ils ne sont pas nombreux. D'autres qui vont se focaliser dans la production de contenu vidéo, donc des téléfilms, des séries, des clips vidéo. Très peu ont la possibilité de faire des films cinéma. Donc, donc le modèle, en fait, est un modèle qui est un peu biaisé à cause de l'environnement dans lequel nous évoluons. Parce que pour faire une œuvre audiovisuelle, il faut un montage financier. Il faut beaucoup d'argent, même quand c'est une émission de télévision. Et les maisons de production qui se créent n'ont pas l'environnement adéquat pour pouvoir développer tous ces contenus-là. Ce qui fait qu'il y a un gros ralentissement, il y a un gros problème. Ces sociétés se battent, ces entrepreneurs se battent, ils font de leur mieux, mais il n'y a pas cet accompagnement qui existe, par exemple, dans d'autres modèles et dans d'autres pays. Quand je prends, bon, pour ce que je connais pas les Américains, mais je connais le modèle économique français, par exemple, qui, pour sauver l'industrie cinématographique et audiovisuelle française, a appliqué un modèle mixte, c'est-à-dire qu'ils ont une économie libérale, mais ils se sont dit, si on laisse le libéral prendre le dessus, on va perdre notre industrie cinématographique, les Américains vont nous phagocyter. Donc ils ont créé par exemple ce qu'on appelle l'exception française, où ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes pour accompagner cette industrie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont eu du flair, parce que c'est une industrie qui se porte très bien. Il faut qu'ici, on puisse réfléchir au modèle économique qu'on va créer et qui va être appliqué aux dispositions qui vont être prises pour accompagner donc, ces entrepreneurs qui ont le courage donc, parce que c'est un domaine où, où la création d'emplois est telle que si l'industrie cinématographique et audiovisuelle prend, ça va régler une bonne partie du problème de chômage des jeunes qui ont été formés pour ces métiers-là. Alors, Bruno Soili, aujourd'hui, il y a un challenge qui attend les médias, c'est l'avènement très prochainement de la TNT, la télévision numérique terrestre, ce qui implique un certain nombre de choses, c'est-à-dire la production de contenu audiovisuel, des productions audiovisuelles. Comment on fait pour relever ce challenge quand on sait que notre modèle économique, sinon notre industrie, à l'évidence, est bancal? Alors, c'est un gros challenge. Vous semblez déjà le dire vous-même, Herman. C'est vrai que Mme Chabikawa parlait du fait que nous sommes top en termes de nombre de boîtes. Structure résistante. Structure, voilà. Mais en même temps, elle a souligné le paradoxe du fait qu'en termes de production, maintenant, donc, nous n'y sommes pas vraiment. Alors, ça pose donc un problème nous sommes beaucoup plus dans la quantité et donc non dans la qualité. C'est comme ça, moi, je vois les choses, en fait. Parce que, oui, nous sommes dans la quantité, mais pas dans la qualité. Parce que lorsque vous regardez de façon globale, les productions, pour moi, c'est une œuvre de l'esprit, en fait. C'est-à-dire que si vous demandez à 20 personnes de faire une production sur l'Étoile Rouge, par exemple, ils vont vous sortir 20 produits différents parce que c'est une œuvre de l'esprit. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de la qualité, nous avons véritablement un problème. Lorsque vous prenez nos chaînes de télévision qui sont implantées au Bénin et que vous prenez le programme, la grille des programmes en 24 heures, est-ce que nous avons beaucoup plus de production locale ou venue d'ailleurs? La grosse question se pose aujourd'hui dans la sous-région. Où en sommes-nous lorsque vous devez suivre la TVT, la RTS, la RTI, etc., etc. Est-ce que vous avez des programmes ou des productions béninoises qui ont intéressé les gens ailleurs? Cette question aussi est sur tapis.
Est-ce que lorsque vous allez au niveau des chaînes internationales, vous avez des gens qui viennent même au Bénin pour faire leur propre production, alors que peut-être des Béninois ont fait des productions sur les mêmes sujets, mais en termes de qualité, peut-être que ça ne fera pas l'étranger ou une chaîne étrangère au point d'être en position d'être sidéré et de l'acheter en fait. Donc je crois que nous avons un gros challenge avec le numérique qui est un tournant déjà dans lequel nous sommes, on va dire ça comme ça, parce que nous avons un véritable problème. Je crois qu'au niveau professionnalisme aussi, je pense qu'on peut se reprocher des choses. Lorsque vous regardez les équipes de production, la constitution des équipes de production, franchement, Eman, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de maillons de la chaîne qui sont absents. Et on surcharge certaines personnes à faire 2-3 rôles pendant le tournage. Et tout ça, ça rend difficile la qualité à la fin. Alors, Mylène, tu es diplômée d'une école de formation que je n'ai pas nommée. Et généralement, en fin de formation, ce qu'on demande, c'est un film, n'est-ce pas? Oui, on demande un film de fin de formation. Comment ces films-là sont tournés? Quelle est la nature de ces films qui sont tournés? Est-ce que déjà, on n'apprend pas à l'étudiant en fin de formation à se débrouiller plutôt qu'à faire dans du professionnalisme? C'est une colle? Oui, vraiment, tu m'as eu sur ce coup. Elle s'attendait à une question générale. Ah ouais. On peut dire que la qualité y est parfois, mais on a plus tendance à se débrouiller puisqu'il faut forcément rendre quelque chose, on le fait comme ça. Et je pense que c'est... Raconte-nous comment tu as fait ton film de fin de formation. C'était sur quoi? Ça portait sur quoi? Mon film de fin de formation tournait autour de l'étoile rouge. Bruno l'a dit sans savoir. Et je pense que j'ai pu avoir... J'espère que vous n'avez pas ramassé le son bien. Non, j'ai pu avoir tout ce qu'il faut. Chacun était dans son rôle. Il y avait le régisseur. Il y avait tout le monde, Herman Amenga. Ça s'est bien passé. En fait, juste pour compléter à ce que je disais, lorsque vous regardez les cérémonies de récompense de films, les Oscars et tout ça, on ne prime pas seulement le film dans son ensemble. On prime les films, je dirais, de façon catégorielle. Vous allez voir, on peut vous dire meilleur son, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure image, meilleur montage. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'une production, c'est des hommes. Et il faut chacun à sa place. Si une équipe de production n'est pas complète, ça pose des problèmes. Donc si au niveau des récompenses, on en vient à distinguer les gens catégorie par catégorie selon leur couloir, ça veut dire que la qualité est vraiment importante dans une production audiovisuelle. Je pense que c'est quand même un peu difficile pour nous parce que quand tu es sur une production, tu te rends compte qu'une personne veut jouer tous les rôles, même quand Bruno... Au Bénin, généralement, le réalisateur est presque tout parfois. Alors qu'il faut que chaque personne soit dans son couloir pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Mais il y a des exceptions à tout ce que nous disons. Moi, je vais ajouter tout simplement, c'est vrai, on a déjà abordé la question il y a le gros challenge, il y a la question de la formation, il y a la question de la qualité des productions audiovisuelles et cinématographiques du Bénin. Moi, je parlerai aussi de ces acteurs-là. Aujourd'hui, on remarque que quand un comédien commence par exceller dans son quartier ou bien dans sa communauté, il devient tout de suite producteur et réalisateur. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord assainir le milieu? Il ne faut pas d'abord déjà dire que pour être producteur, il faut forcément avoir une formation adéquate, madame. Est-ce qu'il ne faut pas faire ça déjà? Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, on remarque que tout le monde est producteur, en même temps, et tout le monde est réalisateur. Alors, c'est qui le producteur et c'est qui le réalisateur? Au finish. D'accord. Ça, c'est parce que le milieu n'est pas structuré. Normalement, dans un monde normal, d'accord, dans une industrie classique, le producteur peut être réalisateur. Le réalisateur peut ne pas être producteur. C'est un choix. Le producteur, c'est celui qui décide de créer une société, parce qu'il faut faire la distinction entre la création et l'entrepreneuriat dans le domaine. Donc le producteur, c'est celui qui décide de créer une société, de mobiliser les fonds pour faire du contenu cinématographique ou télévisuel. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est vérifié. Mais ce n'est pas pour défendre la profession, mais je dois dire que nous sommes dans un milieu où c'est des professions qui demandent beaucoup d'argent.
Il ne faut pas se leurrer. Vous trouvez l'argent donc. Quand vous rentrez même dans ce métier, quand vous décidez de faire une formation, quel que soit votre niveau, et je reviens à la formation, je veux vous dire, et je le dis tous les jours, nous sommes en Afrique de l'Ouest les mieux formés. Ne vous leurrez pas. Moi, je tourne, je monte des équipes et les Béninois, sur le plan technique, sont au point. Ça, je le dis toujours. Sur le plan éditorial? Sur le plan de la création, sur le plan de la scénarisation, ça pêche un peu. Parce qu'en matière, moi je donne des cours d'écriture de scénario. En matière d'écriture de scénario, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en matière de technique, tout ce qui est technique, on a les meilleurs. Honnêtement, ce n'est pas pour se vanter, on a les meilleurs. Maintenant, là où le bas blesse, c'est les montages financiers. Là où le bas blesse, c'est que les gens qui ont envie de faire ce métier de producteur ne sont pas dans un environnement qui leur permet de faire des montages pour faire des travaux de qualité. Quand vous parlez des Oscars, des Césars, même des prix au FESPACO, qui priment la qualité, on a tous envie de faire des œuvres de qualité. On ne se lève pas pour dire « Ah ben je suis producteur, je vais faire un mauvais film ». Ce n'est pas possible. Quand on fait des lunettes, on ne dit pas « je vais faire de mauvaises lunettes ». C'est le financement qui manque. C'est les montages financiers qui manquent. C'est l'accompagnement qui manque. C'est une industrie qui a besoin d'être soutenue au début. Nous en sommes encore au balbutiement. Si elle n'est pas soutenue, elle ne décollera pas. Ce n'est pas de la mendicité, c'est tout simplement parce que c'est ce modèle-là que les autres ont appliqué. Peut-être les Américains, Madame Chabika, où trouver l'argent, justement? Justement, où trouver l'argent? Et il ne faut pas inventer l'eau chaude. Il y a des gens qui ont appliqué des modèles qui ont marché. L'argent se trouve déjà dans les établissements financiers, mais il faut mettre en place un système pour soutenir ces entrepreneurs qui veulent aller demander des prêts pour faire des films. L'argent se trouve dans des subventions à fonds perdus que l'État met en place. L'argent se trouve dans des coproductions, dans des préachats de télévision comme l'ORTB, dans des préachats de télévision privée, dans des coproductions, dans des investissements d'institutions ou de sociétés qui ne sont pas dans le domaine, mais qui veulent, par exemple, prendre des actions dans des boîtes de production. L'argent, comme toutes les autres activités, peut se trouver n'importe où. Et que devient le FAPA au Bénin? Alors, le FAPA, c'est une très bonne initiative, le FAPA. Beaucoup de producteurs ont bénéficié du financement du FAPA pour faire leurs films ou même leurs émissions ou même des festivals. Donc le FAPA, je crois qu'il y a eu une restructuration du FAPA parce qu'avec l'avènement du numérique, tout va très vite. Ce qui a freiné un peu les producteurs ici aussi, c'est que nous sommes un petit pays. Un producteur, quelqu'un qui décide de produire au Nigeria, n'a pas les mêmes chances que celui qui décide de produire au Bénin. Ne part pas avec les mêmes chances. Au Nigeria, vous avez plus de 100 millions de clients potentiels pour votre film. Vous avez plus de 100 salles de cinéma à qui vous pouvez vendre vos œuvres. Ici, on n'a pas tout ça. Donc, il faut tenir compte. C'est pour ça que je parlais du modèle économique et de l'exception qu'on va pouvoir, créer pour pouvoir soutenir cette industrie-là. On est un petit pays, on a un petit marché, donc il faut voir grand. Il faut pouvoir faire des œuvres de qualité pour pouvoir les vendre à l'international. Il y a des pays qui réussissent très bien ça. Le Sénégal est en train de réussir ça. La Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Le Togo à côté est en train de réussir ça. On voit maintenant, moi je suis spécialiste de la série télévisée, on voit des séries. Le Burkina, lui, il est au top. Donc, c'est des gens qui ont réussi parce qu'ils ont mis en place des mécanismes qui ont permis de financer la production audiovisuelle. Et la RTI, par exemple, est partenaire de toutes les productions audiovisuelles actuellement ivoiriennes. Et quand vous avez des partenaires comme ça sérieux, avec votre boîte de production, mais les portes de l'international vous sont ouvertes. Vous êtes crédible. Vous pouvez mobiliser autant d'argent que vous voulez parce que la crédibilité est là. C'est ça le gros problème aussi. Madame, il y a quand même des jeunes qui se démarquent aujourd'hui au Bénin. Je pense à Kismat Baguiri, à Cornelia Glele aussi, qui font beaucoup quand même pour rehausser le niveau de ce milieu-là cinématographique. Oui, mais
Elle a cité quelques noms, mais est-ce qu'on sent de la volonté d'aller de l'avant? Évidemment, qui apprend un métier et ne veut pas évoluer dans ce métier? La volonté est là. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois comment les jeunes souffrent, quand je vois comment ils finissent des formations de 4 ans, 5 ans, et qu'après, ils n'ont pas de travail. C'est-à-dire, il n'y a pas de producteur pour faire des plateaux où ces enfants se lèvent le matin et disent, comme tous les autres enfants du monde, je vais travailler. Les techniciens son, les techniciens images, les scripts, les acteurs, tous ces gens qui ont été formés aujourd'hui ne travaillent pas à temps plein. C'est vrai qu'on est tous des intermittents du spectacle, on ne travaille pas à temps plein, mais au moins qu'on ait, je ne sais pas, 60% de notre temps à travailler. Et ça, c'est les producteurs qui vont impulser ça. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y aura pas de travail pour notre secteur. En clair, c'est une industrie à réinventer, n'est-ce pas? Oui, c'est une industrie, pas à réinventer, elle existe déjà de façon embryonnaire. C'est une industrie à accompagner. À accompagner. Madame Christine Chabikao, vous êtes réalisatrice, productrice. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous pour la dernière étape de cette émission. C'est quoi déjà? Le quiz. Mylène, le quiz. Le quiz. On y va. Le quiz qui est la dernière étape de cette émission, donc vous le savez, c'est 5 questions pour déterminer la grande équipe championne de ce numéro de la parenthèse. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place très rapidement les 2 équipes. Rebecca, il va avec Madame Chabikao. Rebecca, on est d'accord? Oui. Et Bruno, il va avec Mylène? Prêt. Prêt? À vous, Marc? Prêt? Allez, partons. Qui suis-je? Je me passionne très tôt pour le chant et les musiques traditionnelles du Bénin. En 1978, je travaille au sein du groupe textile IBTES, puis intègre l'orchestre des ambassadeurs de l'IBTES, avec qui je me produirai. Non. Mauvaise réponse. Avec qui je me produirai jusqu'en 81. En 89, je chante au sein de l'Orchestre national du Niger. Un an plus tard, je m'installe au Togo et collabore avec Afia Mala, puis enregistre l'année suivante au Bénin. Non. Mauvaise réponse. Au Bénin, mon premier album, Ini Mindasson, explorant le patrimoine musical béninois. Je participe au festival Luida 92 qui me mènera dans une... Kiri Kanta. Kiri Kanta. Bonne réponse pour Madame Chabikao. 1 point pour l'équipe. On est ensemble. Donc, mon second album, Contrat à Béni, sont en 92. Des années qui suivent, je me produirai avec plusieurs grands noms de la scène musicale africaine tels que Papa Wemba ou Toumani Diabaté. En 2000, je reviens sur le devant de la scène avec l'album Simburi. 2000, je continue à me produire et chanter mon riche répertoire, et à chanter mon riche répertoire durant différents événements. Je suis Kiri Kanta. Qui suis-je? Dans l'histoire de la Société des missions africaines SMA, j'occupe une place singulière. Mes engagements et mes combats vont m'amener à m'affronter avec mes collègues, puis avec mes supérieurs hiérarchiques, mais aussi d'une manière plus frustrée avec le pouvoir politique. Je suis un personnage d'exception. Mes paradoxes et mes contradictions, mais aussi mes pensées fortes et mes visions originales contrastent avec le manichéisme simpliste de l'idéologie coloniale. Je fus ordonné prêtre en 1902 et reçu mon affectation au vicariat apostolique du Dahomey en 1903. J'avais alors 26 ans. Durant les 23 années suivantes, je serai curé de Porto Novo. Mauvaise réponse. Une école catholique bien connue au Bénin porte mon nom. Je suis Au pied. le père Aupier. Je suis le père Francis Aupier. Notre-Dame, c'est dans la Bible. Je suis le père Francis Aupier à l'image. Qui suis-je? Coucou avec bien chose ou non? Un ancien... du collège Père Aupier. Qui suis-je? Je suis un dramaturge, poète, romancier et essayiste né le 13 juillet 1934. J'ai été arrêté et incarcéré en 1960 en raison de divers tests très critiques envers le gouvernement. Puis de nouveau 4 ans plus tard, sous prétexte d'avoir voulu occuper une station de radio afin d'empêcher la diffusion de résultats lors d'une élection. Je suis le premier auteur africain lauréat du prix Nobel de littérature que je reçois en 1986. Je suis, et c'est là peut-être l'indice, je suis un Nigérien auteur de la pièce de théâtre Wole Soyinka. 2 points pour Madame Chabikao. Auteur de la pièce de théâtre Le Lion et la Perle, je suis Wole Soyinka. Que suis-je? Selon les études théoriques, selon des théories scientifiques, je résulte d'une collision il y a 4 milliards d'années entre notre planète naissante et un petit corps céleste appelé Theia.
Les hommes qui m'observent depuis longtemps ont remarqué que je présentais des phases successives qui revenaient tous les 29 jours. J'ai servi de calendrier pour de nombreuses cultures dans le passé. Je suis l'unique satellite naturel de la Terre. Que suis-je? Que suis-je? Soleil, non? Que suis-je? Non. Que suis-je? Vous y êtes presque. Non, vous y êtes presque. Que suis-je? La pleine lune. La pleine lune, je suis pleine la lune. lune. Je suis la lune. La pleine 2 lune. points pour Bruno. Et pour finir, question musique qui va faire plaisir à Rebecca. Je suis un chanteur, musicien, compositeur, instrumentaliste et producteur. Je suis né le 9 février 92. Je joue la kora et d'autres instruments tels que le piano et la guitare. Avant de me lancer dans l'industrie de la musique grand public, je m'étais surtout concentré sur le rap et le hip-hop. Je suis un jeune artiste avec des rêves. Je suis le fils de Toumani et je viens d'une grande famille de griots de 700 ans d'existence. Nous jouons de la kora de père en fils. Je fais partie de la 72e génération. Ah. Je suis bien sûr Sidiki Diabaté, n'aurais pas l'équipe trouvé. de Bruno qui gagne le match sur le fil du rasoir. Mylène, merci. Bruno, merci. Rebecca, merci. Madame plaisir, Christiane toujours. Chabikao, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et madame, monsieur, cette émission est à présent terminée. On se retrouve demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez bien, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à demain.